cet atelier, nous allons parler réindustrialisation à travers l'exemple d'un site qui est labellisé site industriel clé en main. Ce site est à Vénissieux, près de Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit d'usines et c'est une friche industrielle. Et je vous présente le plan ici dans un instant. Voilà, un beau site qui est à Lyon-Paris. Je suis Céline Coulange, je vais animer les échanges qui vont suivre pendant une trentaine de minutes et ensuite je vous inviterai à poser vos questions aux 4 invités qui se trouvent à côté de moi sur le plateau. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter Guillaume Ribet, qui est directeur général de Ginko Advisor. Bonjour à tous. Et qui interviendra plutôt en fin de session. David Bélanger, directeur d'investissement immobilier et président d'usine. Bonjour à tous. Caroline Félix, qui est à l'usine. À usine, pardon, il ne faut pas dire l'usine. À usine et qui est directrice de la ruche industrielle. Bonjour. Et Fabienne Roclor, chargée de développement territorial de la Banque des Territoires. Bonjour. Bienvenue à tous les 4. David, est-ce que vous pouvez commencer par nous parler justement de ce site, de ce projet, sa genèse? Oui. Usine, c'est le site pilote du renouveau industriel en milieu urbain. C'est un site qui est né finalement d'une opportunité d'intervenir pour nous, mais d'une histoire industrielle qui inquiétait légitimement le territoire, ses élus, ses habitants, avec un ancien propriétaire, Bosch, qui, sur un territoire historique de l'industrie, puisque Bosch était présent depuis les années 1930, enfin c'était l'entité Sigma précédemment, mais était présent déjà depuis quasiment un siècle sur ce secteur, avec un usage qui se désintensifiait et effectivement a fait part de son intention de se séparer de ce site. Cette opportunité pour nous, Banque des Territoires, CERL, qui est la SEM locale, actionnaire majoritaire métropole de Lyon et département du Rhône, et Caisse d'épargne Rhône-Alpes, a été déjà un site identifié comme devant maintenir de l'industrie de par son règlement d'urbanisme et des collectivités qui ont pris la décision de ne pas y aller eux-mêmes. Donc on est sur un portage privé, même si nous sommes outils opérationnels au service de l'intérêt général du territoire. Et ce site, on le développe avec 3 ambitions. On va rentrer dans le détail au cours de la présentation, mais la première, un site disponible immédiatement. Donc ça a été indiqué en préambule. On fait partie des sites référencés, sites clés en main. Il faut trouver 2000 hectares à l'échelle de notre territoire national et plus de 50 possibilités d'implantation. Nous, on en fait déjà partie, puisque, on le verra dans les chiffres, un patrimoine préexistait déjà avant aussi notre intervention. Deuxième grande caractéristique du site usine, un site partagé, c'est-à-dire on passe d'un usager unique qui était l'entité Bosch à un site qu'on va partager entre plusieurs industriels. Là aussi, on donnera les chiffres. Et puis, donc ce site partagé, il permet aussi de mutualiser du service et d'amener, de susciter finalement aussi de la synergie entre nos industriels, quelle que soit leur typologie d'activité, puisqu'on n'a pas donné de tonalité filière, ça c'est pour des questions de résilience bien évidemment. Et enfin, un site autour duquel la ville s'est composée depuis le siècle dernier, et donc on réalise cette intensification d'usage industriel et cette réappropriation avec notre environnement urbain, avec les résidents, avec les équipements qui l'entourent, notamment le lycée professionnel. Ça, c'est important, bien évidemment, pour retravailler l'imaginaire autour de l'industrie, de le faire aussi sur des sites qui sont relativement fermés d'un point de vue sécurité, mais de le faire avec un certain degré d'ouverture. Je vous propose, avant qu'on aille plus loin, de découvrir ce site en images. C'est parti.
Ça paraît énorme. Oui. C'est combien d'hectares? C'est 10 hectares. Les quelques grands chiffres sur usine, donc on a récupéré un patrimoine bâti de 30 000 m² qui préexistait, donc qui avait été construit au fur et à mesure du siècle dernier, en bon état. Vous l'avez vu peut-être passer sur les visuels. Cette grande halle que l'on voit a été effectivement maintenue par Bosch. Donc on ne parle pas directement de friche, puisque finalement le dernier propriétaire Bosch a entretenu, même si depuis les années 2000, début des années 2010, l'usage était moindre. Le patrimoine a été entretenu sur 30 000 m², on en a réhabilité 3 000. Et on intensifie l'usage sur ce site, puisqu'il y a une capacité constructive de 30 000 m² supplémentaires. Alors, le chiffre principal pour les banquiers et les investisseurs, ce serait le 80 millions d'euros. Mais ces 80 millions d'euros, il faut qu'il intéresse les collectivités aussi, puisque finalement, on n'a pas demandé un seul euro aux collectivités pour développer ce site. On le fait bien sûr avec du capital mobilisé via la SEM, mais l'effet de levier entre 1 euro capital de la métropole de Lyon au sein de la SEM et la capacité d'investissement sur usine, il est de 25. En travaillant bien sûr la structuration avec les autres actionnaires de la SERL, avec les actionnaires de la SAS usine, on est à 40% SEM-SERL, 40% Banque des Territoires et 20% Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et puis ensuite en allant lever de l'emprunt. Donc ça, c'est les valeurs financières. Si on parle, autre chiffre qui intéresse effectivement les élus sur le territoire, c'est le nombre d'emplois. Donc aujourd'hui, au bout de 3 ans, nous sommes à 450 emplois sur le site, 21 entreprises accueillies. La majorité sont des start-up. Elles sont issues de laboratoires, de pépinières environnantes. Ça, c'est aussi le fait de l'accompagnement financier auquel elles peuvent bénéficier aujourd'hui, notamment via la BPI, mais aussi parfois par la Banque des Territoires en investissement aussi du process industriel. Et puis quelques chiffres aussi à mentionner qui sont ceux, quand je parlais tout à l'heure de l'interaction avec la ville, c'est finalement de partager les mêmes enjeux que la ville en termes de gestion énergétique, en termes de gestion de l'eau. Alors ça intéresse nos industriels in fine, mais ça on peut le faire à notre échelle d'aménageur avec aussi nos compétences historiques. Ça veut dire désimperméabiliser, je vais y arriver, un site. On a supprimé 14 000 m² de l'existant, parce que c'est souvent des grandes surfaces d'enrobés quand on arrive sur les sites du siècle dernier, qu'on réinjecte directement à la nappe via des bassins de rétention infiltration. On est arrivé, il y avait 10 arbres, il y en aura 550 d'ici 2 à 3 ans. Énergétiquement, on s'est raccordé au réseau de chaleur urbain, 2/3 d'énergie biomasse et une belle histoire récente accompagnée par la Banque des Territoires, un des industriels encore présents dans l'environnement d'usine, Tokai. On vient récupérer sa chaleur d'énergie fatale qui est réinjectée sur le réseau de chaleur urbain et qui va participer à faire monter le mix énergétique d'ENR ou d'énergie fatale. Voilà aussi comment on peut travailler différemment ce type de site. Et j'oublierai pas aussi pour l'énergie électrique, le solaire, puisqu'on développera 2 mégawatts crête de puissance issue du photovoltaïque, dont 500 qui ont été mis en service il y a déjà 2 mois en autoconsommation collective, donc qui fournissent directement nos industriels avec un prix maîtrisé durant 20 ans. Ça fait beaucoup de chiffres, mais voilà les grandes données. Mais ça donne bien justement la tendance. Et ça vous a plu, Caroline? Oui. Ces chiffres, ce mix énergétique. Vous dirigez la ruche industrielle? C'est ça. Qu'est-ce que c'est la ruche industrielle? Alors, c'est l'aventure. Là, David a décrit l'aventure immobilière foncière de ce site. Moi, je suis une des locataires. Donc, vous avez vu un bâtiment avec des sheds caractéristiques. Je suis dans un de ces bâtiments. On est dans un de ces bâtiments, 1300 m². La ruche industrielle, elle s'est formée en même temps que le site a été vendu, puisque je suis une ancienne de chez Bosch. J'en suis une des cofondatrices. Aujourd'hui, c'est 18 adhérents. Donc, c'est des industriels, plutôt des mammouths, vous les connaissez, historiques. Volvo, Renault Trucks, SNCF, CNR, Aldes, Bosch.
et plein d'autres, des écoles, INSA, ECAM, Centrale, la métropole de Lyon aussi. L'idée, c'est de s'entraider par le biais de projets pour transformer l'industrie de l'intérieur. Ça a échappé à personne qu'il faut qu'elle se transforme. Ça a échappé à personne qu'on vit dans un monde où, en fait, l'énergie et les matières premières sont limitées. Notre système économique et industriel est basé sur le fait qu'on pensait que c'était illimité. Erreur fatale, il faut se réinventer. Pour faire ça, il y a plein d'enjeux. Avoir les bonnes compétences, recruter, et on sait que c'est un sujet qui date pas d'hier, hein, le problème de recrutement. Il faut réinventer des modèles économiques, passer d'un modèle linéaire où on extrait de la matière, on transforme, on fabrique un produit, un service qu'on utilise et qu'on jette. Il faut mettre des boucles de circularité. Donc il faut éco-concevoir des produits qu'on va pouvoir démonter pour pouvoir réinjecter des matières dans la chaîne de valeur. Et ça se fait pas d'un coup de baguette magique parce que ça veut dire complètement réorganiser les relations clients-fournisseurs, réinventer des marchés. Et puis, il faut faire ça tout en étant un acteur économique, donc je parle là pour les entreprises industrielles, pris dans un système où ils sont condamnés à la croissance. On n'a pas encore réussi à inventer autre chose pour le moment, de ce point de vue-là. Donc, en gros, si tu veux passer le slide après, il faut continuer à opérer, pas le choix, pour être performant, faire du chiffre, et en même temps, il faut se transformer. Donc on aime bien cette image. Je peux en prendre une autre pour ceux qui sont plus poètes. C'est la chenille qui se transforme en papillon. La chenille, elle se met dans un cocon et pendant ce temps, elle ne fait plus rien. Et elle prend le temps de la transformation, de la mutation. Sauf que là, il faut faire émerger les ailes et devenir autre chose, tout en étant en train de continuer à manger des feuilles. Pas facile. C'est pour ça qu'on a créé la ruche, qui est un espace physique, qui a des méthodologies, il y a une animation, où on définit des projets chaque année, une dizaine. On en a déjà traité 35. Et par exemple, c'est efficacité énergétique des bâtiments. Oula, je perds mon petit truc. Bosch, ça ne vous aura pas échappé. La fille Picouzet Industrie. C'est des sujets sur ce qu'on appelle la marque employeur, donc travailler sur l'attractivité, l'image de l'industrie, le recrutement, attirer les jeunes, ou alors c'est des sujets sur la performance, donc c'est utiliser les nouvelles technologies pour améliorer par exemple la cybersécurité dans les usines ou la continuité numérique. Et tout l'intérêt, c'est l'entraide. Tout l'intérêt, c'est qu'en fait, il y a plein de gens dans les entreprises qui essayent des choses, qui se plantent, qui réussissent. Et donc, on est parti d'un état des lieux tout bête. C'est soit chacun fait dans son coin ses tentatives, qui sont très consommatrices de temps, d'énergie, sachant qu'on monte de temps et d'énergie et de personnes. Et donc, on le fait ensemble. Et ça veut dire quelqu'un qui a déjà fait quelque chose chez Aldès, qui le partage à quelqu'un de chez Bosch, immédiatement, ça fait gagner du temps. Et on ne fait ça pas que de 1 à 1. On crée des équipes. Vous rentrez dans un projet et vous acquérez directement des nouveaux collègues, des personnes qui, comme vous, travaillent sur les mêmes sujets. Ils deviennent vos meilleurs potes en plus, ça c'est génial. Mais sauf qu'ils appartiennent à d'autres structures. Et ça, c'est tout l'intérêt aussi d'être sur un site comme Usine. C'est tout l'intérêt, puisque Usine, c'est l'implantation physique de ce qu'on fait dans la ruche, où les adhérents ne sont pas forcément implantés physiquement sur Usine. Il y en a certains qui le sont, d'autres sont un petit peu plus éloignés. Mais le lieu physique a un rôle qui est important dans la transformation de l'état d'esprit, dans le fait de faire émerger des projets communs. Quand on n'est pas loin, soyons pragmatiques, c'est plus simple quand on est moins loin, parce que déjà dans le quotidien, c'est parfois difficile de traverser le couloir, en fait, on le sait bien, entre deux services. Et ça se vérifie vraiment, ça? Vous avez des exemples concrets de projets que vous menez Alors, les impacts sont énormes. En fait, on a inventé finalement un nouveau modèle. On fait partie de cette mouvance des gens, des acteurs un peu pionniers qui sont en train d'essayer de réinventer des nouvelles façons de travailler ensemble. On fait émerger finalement une nouvelle dynamique territoriale où les acteurs économiques travaillent très fortement main dans la main entre eux, mais sur des
projets précis de leur quotidien. C'est pas juste, ils se rencontrent, ils se tapent dans le dos, ils passent un moment sympa, ils font du networking ou du réseau. Non, là, on est un cran plus loin. On est sur les sujets qui les empêchent de dormir à la nuit, sur leurs problématiques. Et donc, les impacts sont très forts. On fait des actions, il y a tous les DRH qui sont ensemble et qui font des actions communes pour recruter, par exemple. Donc, ils sont sortis de la tête qu'ils étaient concurrents. Et ils se sont dit, finalement, on va faire des forums de recrutement ensemble, par exemple. Sur l'efficacité énergétique, ils vont partager ou ils vont tester des solutions concrètes pour pouvoir installer des capteurs, etc. et monitorer la gestion technique des bâtiments. Voir ce que font les uns, les autres, tester ensemble et puis ensuite implémenter dans les usines des solutions qui vont faire baisser la consommation énergétique. Ouais. Et vous avez en plus un emplacement de choix, hein. On le voit ici sur cette image, vous êtes au cœur du site. C'est ça. Et du coup, c'est un peu l'agora grecque. C'est l'idée, hein. Si vous voulez vous rencontrer dans un village ou dans un endroit, il faut un lieu de rencontre et un lieu où il faut que vous alliez pour un besoin primaire de préférence. Donc, par exemple, on a des solutions pour déjeuner sur le temps de midi. Donc, on a plein de passages pour ça. Après, il y a toute la programmation des projets qui font que les gens viennent physiquement. Et on a résisté à la tendance du Covid de dire on digitalise notre monde et puis en fait on peut rester chez soi et bosser chacun derrière son PC, derrière Teams et tout va bien. En fait, c'est mieux quand on se rencontre physiquement. On va beaucoup plus loin dans les solutions innovantes, dans la compréhension des problématiques qui nous entourent et de comment on peut les adresser. Donc la place physique, l'agora est importante. Oui. De toute façon, il n'y a rien de tel, hein. Je pense que tout le monde aujourd'hui peut le dire et peut confirmer que les rencontres et la place physique est importante tous les jours. Fabienne, où se trouve la Banque des Territoires dans ce dispositif ? Alors, comment intervient la Banque des Territoires dans ce beau projet usine, dont la Banque des Territoires est investisseur aux côtés de partenaires. Donc, nous avons constitué une société qui s'appelle Usine Lyon Paris, donc aux côtés du groupe CERL et de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Nous avons apporté 6,6 millions d'euros de fonds propres à l'opération. Nous sommes allés chercher la caisse d'épargne qui assure le financement bancaire, donc la partie dette. Je souhaitais indiquer qu'Usine est vraiment une opération emblématique pour la Banque des Territoires. On peut dire qu'elle coche toutes les cases. Elle répond à nos priorités. Nous avons deux priorités, le soutien à l'industrie et la transformation écologique et environnementale. S'agissant du soutien à l'industrie, Usine répond à cette préoccupation à travers la constitution d'une offre locative qui accompagne les entreprises, tous les segments, toutes les entreprises, de la PMI à la grande entreprise, et qui accompagne également leur parcours industriel, puisque au sein du site Usine, voire à l'extérieur, ces entreprises peuvent avoir vocation à bouger en fonction de leurs besoins, lorsque leur croissance, bien sûr, le nécessite. Sur la partie verdissement du site, nous avons un objectif commun entre associés qui est le verdissement de ce site. David y a beaucoup œuvré. C'est un site qui est vitrine de l'innovation, donc par définition, nous hébergeons des entreprises propres sur le site, puisque nous sommes en milieu urbain, je l'ai dit. Au niveau bâtimentaire, Usine dispose d'un cahier des charges très ambitieux en termes de performance énergétique, en termes de certification environnementale sur le bâti. David insistait sur le raccordement au chauffage urbain. Nous sommes nous-mêmes investisseurs dans le chauffage urbain qui est alimenté très fortement par des énergies renouvelables et de récupération. En résumé, notre ambition sur le projet, c'est de préserver les emplois industriels sur la métropole de Lyon. Il y a à peu près 75 000 emplois industriels à Lyon. C'est de développer, donc, comme je l'indiquais, un site urbain durable dans toutes ses composantes. Et enfin, bien sûr, c'est de créer des emplois. Et c'est chose faite aujourd'hui. Deuxième niveau d'intervention de la Banque des Territoires, c'est en tant qu'opérateur de France 2030. Nous participons au levée de fonds d'entreprises innovantes, des entreprises qui ont qui présentent en fait des innovations de rupture.
ces entreprises se voient proposer des locaux sur le site usine. Donc, parmi ces entreprises, nous avons 3 entreprises à minima, voire plus, qui ont été capitalisées par le fonds d'amorçage industriel métropolitain, qui est géré par Déméter, qui est également dans nos murs, hein, la société de gestion. Je pense à Refco, je pense à Recyclélite ou enfin Mini Trucks Robotics, donc qui viennent à usine, qui sont hébergés à usine en tant que vitrine de l'innovation. C'est quoi votre prochain enjeu, David ? Fabienne l'a rappelé, sur Usine, c'est une offre locative que nous avons. Donc, ça a permis d'accompagner des entreprises déjà dans leur croissance, mais il faut accepter la rotation. Il y a des rotations qui font partie de la belle histoire. Par exemple, nous avons pu accueillir Symbio depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans, filiale de Michelin et Faurecia sur la pile à combustible hydrogène. Symbio, ça fait partie de son parcours, a construit une gigafactory de 40 000 m² dans la vallée de la chimie et va libérer là dans les prochains mois 10 000 m² sur Usine. Donc enjeu, c'est effectivement de commencer à gérer, y compris sur des grandes surfaces, ces rotations. Malheureusement, des fois, c'est aussi dans l'autre sens, puisque l'histoire du parcours industriel reste semée de quelques embûches. C'est pas pour cela qu'il faut arrêter de financer l'innovation, la recherche et développement. On est déjà suffisamment en retard en France sur ce volet-là, donc il faut continuer. Et du coup, on est là pour accompagner aussi parfois une réduction de taille d'entreprise. C'est ce qui s'est passé avec Boostit. Bien que nous soyons sur des baux commerciaux classiques, plutôt que de voir mourir une entreprise, on a su accompagner sa réduction de surface, le réaménagement de ses loyers, et l'entreprise a survécu et s'est valorisée désormais sa technologie. Et a pu rester sur le site. Et elle est restée sur le site. Donc on comprend que c'est un succès, cette usine. Quelles sont les clés de la réussite, Fabienne ? Alors, les clés de la réussite, à mon sens, sont multiples. Tout d'abord, le dynamisme industriel lyonnais. Nous sommes sur des fonciers industriels qui ont été préservés par la métropole de Lyon, à quelques encablures, je dirais, de la vallée de la chimie. Le professionnalisme de la serre, là, je vais en reparler, qui nous accompagne dans la gestion opérationnelle du projet. Les synergies locales et puis le volontarisme des associés. Alors sur le dynamisme du marché, le dynamisme industriel, la métropole de Lyon représente, je dirais, un marché dynamique pour les investissements industriels. Et donc par rapport en fait au sous-jacent, qui est notre marché de l'immobilier locatif, industriel et de locaux d'activité, nous avons une forte demande. Donc on est loin d'un marché à tonnes, ce qui nous permet, je dirais, de prendre des risques particuliers. Alors à Lyon, évidemment, il y a une carence du foncier. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus proposer des fonciers pour les gigafactories. Néanmoins, les investissements industriels sont forts, notamment dans le secteur de la R&D. Voilà, et on peut le mesurer sur notre opération. Je souhaitais également insister sur le volontarisme des associés qui est lié à cette dynamique de marché. Nous prenons des risques maîtrisés. Nous avons notamment développé une offre de 10 000 m² récemment sur le segment des 1000 m². En fait, on génère de l'offre parce qu'on sait que la demande immédiate est forte. Toute la difficulté, c'est de pouvoir disposer de locaux pour les offrir à des industriels qui ont une visibilité entre guillemets à 6 mois en termes de développement. Je parle bien du segment des 1000 m². Sur cette profondeur de marché, je dirais jusqu'à Lyon, on a des avantages, la forte demande. On a également beaucoup de talents, de compétences. Caroline le soulignait. Donc voilà, je rajouterais que nous avons un partenaire qui est extrêmement professionnel et professionnalisé, qui est la CERL. C'est le point majeur de réussite de cette opération. La CERL sait tout faire. Elle intervient sur la chaîne de valeur, j'insiste, à la fois l'aménagement, la programmation, la construction,
la réhabilitation, la gestion de sites industriels, je dis bien la gestion technique. La CERL s'est dotée de compétences en termes de direction technique de sites industriels et la commercialisation. Donc, toute la chaîne de valeur qui nous aide, je dirais, à positionner ce site. Incontestablement, Usine est une réussite partenariale. Nous associons les collectivités, alors évidemment en termes d'urbanisme, mais surtout nous avons constitué un comité de commercialisation du site qui vit, on n'a peut-être pas assez insisté, mais c'est une opération à 10-15 ans en usine. Donc on a besoin d'associer, d'embarquer tous les partenaires pour pouvoir le remplir, puisque c'est un site qui a une rotation élevée. Nous avons parmi nos partenaires Déméter, je le disais, la société de gestion qui adresse des entreprises innovantes à qui nous proposons en fait des hébergements. Il y a aussi l'ADERLI, l'Agence de développement économique, qui cible des entreprises qui arrivent donc en croissance exogène sur la métropole et là aussi qui nous les présente. Et puis voilà, l'écosystème, on en a parlé avec la présence de la ruche industrielle. J'ai l'impression quand même que la clé du succès, c'est le dialogue, la relation de confiance. David ? Oui, la symbiose avec l'ensemble des acteurs qui ont gravité autour du projet, parce qu'effectivement, les collectivités, Fabienne l'a évoqué, j'indiquais qu'elle n'avait pas eu à financer, mais par contre, les directions de l'économie, que ce soit celle de la métropole, celle de la ville, et même avec celle de la région, nous échangeons, c'est-à-dire peu importe finalement la couleur politique, autour de l'économie, autour de la réindustrialisation. On a réussi effectivement tous ensemble à mobiliser et à intéresser des industriels avec cette volonté de démontrer que l'on peut faire un peu différemment effectivement un site industriel au travers des différentes qualités et vertus qui ont pu être évoquées. Bon, j'imagine que vous avez quand même rencontré quelques difficultés. C'était pas simple tous les jours. On a... Si on reste sur les difficultés techniques, puisqu'elles ont un lien aussi avec le délai de mise en œuvre de ce type de projet. Notre président en avait parlé l'année dernière avec des améliorations attendues, c'est celle des procédures effectivement amont. Donc les procédures environnementales notamment, sur lesquelles en tant qu'aménageur, nous savons faire le travail, il n'y a aucun souci là-dessus. On respecte, et vous l'avez entendu au travers de ce que nous développons, les enjeux environnementaux. Mais par contre, effectivement, les délais d'instruction de ce type de dossier sont relativement longs et d'enquête publique. Et ça, on s'y attendait, parce que c'est notre métier. Mais si on peut faire mieux, et notamment par rapport aux besoins de massifier d'ici 2030, il faut absolument accélérer. Il y a un sujet qu'on n'avait pas identifié du tout pour le coup, mais sur lequel on sait désormais s'organiser. C'est nos locataires, je l'évoquais tout à l'heure, les principaux qui arrivent sont des startups. Elles sortent de pépinière, elles étaient coucounées, ça va jusqu'au lavage de blouse le soir. Tant mieux pour elles pouvaient se consacrer au business. Là, on les fait arriver sur un site industriel dans le cadre d'une relation bail commercial, où à l'intérieur de leurs locaux, elles vont devoir gérer leur nettoyage, leur contrôle périodique d'installation technique. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais effectivement, on s'est rendu compte que là, c'est des entreprises qui, en plus, dans le même temps, gèrent leur levée de fonds. Elles ont des journées qui font la même durée que les nôtres. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on améliore effectivement le service rendu, tout en conservant bien quand même notre positionnement, qui est celui de propriétaire-bailleur et pas non plus de nourrice de l'industriel. Donc cet équilibre, on le trouve en assistant l'industriel à son installation avec des compétences qu'on a en interne d'ingénierie technique. Ce n'est pas nous qui allons rentrer dans leur process, mais on facilite effectivement la relation au bâti qui est déjà là et la manière dont ils peuvent l'aménager. Et puis on s'appuie sur une ressource locale, l'association Axel One, qui peut apporter effectivement des solutions d'accompagnement plus à la carte qui vont jusqu'au facility management de l'intérieur des locaux de l'industriel pour qu'il puisse continuer à se consacrer à son propre développement. Alors vous allez nous donner quelques conseils pour pouvoir justement, en tous les cas pour les collectivités qui ont une friche, un terrain à exploiter. Mais avant, j'aimerais bien qu'on écoute Guillaume.
Guillaume, vous Bonjour. êtes directeur général de l'entité de conseil d'un fonds d'investissement spécialisé dans le traitement des friches industrielles. Elles sont souvent polluées, ces friches? Elles sont tout le temps polluées. Elles sont tout le temps polluées. Guillaume, je vais vous donner le Pavlov pour que vous puissiez nous présenter quelques... Bonjour à tous. J'ai plus grand chose à dire. Tout a été dit. Non, je pense que déjà présenter rapidement Ginko en 2 mots. Nous, effectivement, nous sommes un véhicule d'investissement qui a été lancé en 2010, dont la Banque des Territoires est le principal actionnaire historiquement, et qui avait pour but d'être un véhicule spécialisé dans la revitalisation des friches industrielles. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de projets à notre actif et à peu près, je dirais, de l'ordre de 150 à 175 000 m² de locaux d'activité ou de locaux industriels redéveloppés sur des anciennes friches. Vous le comprenez à travers ce qui a été dit, c'est un métier qui est une somme de complexité assez large et assez vaste. Des complexités techniques, avec évidemment la dépollution. Ce sont souvent des sites qui sont assez largement associés à des histoires industrielles qui font qu'ils sont très pollués et qui présentent des risques dans la gestion. Ce sont des complexités administratives avec un code de l'urbanisme, un code de l'environnement qui parfois se contredisent un petit peu. Ce sont des longues procédures. C'est un enjeu aussi, vous l'avez un peu évoqué, mais dans le cadre du redéveloppement d'activités sur des friches industrielles, l'acceptation par les riverains, par l'environnement, d'avoir des activités qui sont un peu en conflit avec les modes de vie qui se sont développés autour de ces sites. Et enfin, ce sont des difficultés, un challenge, je vais dire, de financement. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, mais aujourd'hui, pour développer un bâtiment d'activité ou un site de ce type-là, il faut apporter de l'ordre de 60% du coût total de l'opération en capital. Ce sont des montants qui sont considérables. Alors c'est peut-être lié au contexte actuel, qui n'est pas particulièrement porteur. On peut espérer que ça s'améliore. Mais aujourd'hui, ce sont des opérations qui sont très difficiles à financer. Alors nous, on essaye d'apporter une solution à ces enjeux-là. La première solution qu'on essaye d'apporter, vous l'avez un peu mentionné, c'est une expertise intégrée. C'est-à-dire de proposer un véhicule qui soit présent sur toute la chaîne de valeur et toute la chaîne de risque, c'est-à-dire de l'achat du foncier jusqu'à la livraison des bâtiments, voire le portage pour que les exploitants, les industriels aient le temps de s'installer et de lancer leur exploitation. Et ça nécessite en fait effectivement d'avoir une expertise financière, une expertise environnementale, une expertise technique, parce que ce sont une somme de risques qui crée une somme d'obstacles au fil de l'opération. Et quand on segmente un peu trop tous ces métiers, finalement tout le monde apporte sa petite complexité, sa petite zone de sécurité, et ça rend ces opérations difficiles et plus longues à sortir. Donc nous, on a la conviction, je pense comme vous, que quand on arrive à intégrer et à présenter une solution intégrée à l'ensemble de ces défis, ça permet d'accélérer et de faciliter le type d'opération. La deuxième chose qu'on pense apporter, c'est effectivement, nous, très spécifiquement, une expertise technique appuyée sur la dépollution et la gestion des sites et sols pollués, avec la capacité, vous êtes peut-être familier avec le dispositif, mais de prendre le risque du tiers demandeur, c'est-à-dire d'assumer la responsabilité du passif environnemental à la place du dernier exploitant, d'assurer les parties prenantes, les autres associés contre les dérives des coûts de dépollution, prendre en charge toute la procédure. C'est la deuxième chose qu'on essaye d'apporter. Et la troisième chose, je dirais pour conclure, je crois que ça va aussi dans le sens de ce que vous disiez, c'est du capital patient. C'est-à-dire que dans le métier de l'investissement, souvent, un acteur privé va arriver et va avoir une attente de rendement à 4-5 ans. C'est totalement impossible avec ce type de projet, notamment en matière purement immobilière. Donc vraiment, autour de la Banque des Territoires, mais aussi des autres associés de ces véhicules, le Fonds européen d'investissement, et puis pas mal de sociétés d'assurance, etc., vraiment créer une espèce de partenariat public-privé avec un tour de table qui est là pour assumer que l'opération va durer 10, 12, 15 ans. Parce que c'est le temps sur lequel
s'inscrivent ces opérations. Et si on a des associés au bout de 4 ans qui commencent à demander à ce qu'on sorte, ça met des difficultés et ça met beaucoup de tension dans les schémas de manière inutile. Donc c'est ce qu'on essaye d'apporter avec ce véhicule qui aujourd'hui aurait très bien pu être un partenaire de ce projet. Il faut qu'on se parle. Les prochains. Voilà, les prochains. Merci beaucoup Guillaume et merci à tous les trois. Vous qui avez été très attentifs pendant nos échanges, est-ce que vous avez des questions pour l'un ou l'autre des invités? Hugo est là, il va pouvoir vous donner un micro. Oui. Oui, bonjour. Oh, ça fait bizarre. Oui, bonjour. Donc Aurore Lambert de Paris Terre d'Envol. J'avais une question pour la ruche. Je voulais savoir quand vous disiez qu'il y avait plusieurs industriels qui travaillaient ensemble autour de projets. Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce qu'ils s'engagent dans une convention? Ou est-ce que, je voulais savoir comment ils travaillent ensemble, sachant qu'ils peuvent être concurrents sur un projet. Comment c'est formalisé en fait? Alors, la structure juridique de la ruche, c'est une association loi 1901 fiscalisée dont les 18 membres sont adhérents. Donc, ils sont réunis sous cette bannière juridique. Ils ne sont pas concurrents directs. Donc, c'est ce qui permet de travailler sur des projets en toute intimité. Ça, c'est une des conditions de réussite de l'activité de la ruche. Et du coup, il y a 330 personnes à peu près chaque année qui travaillent sur l'ensemble des projets qui sont issus de ces 18 adhérents. Donc, ils définissent. Il y a une force animatrice dans la ruche, donc c'est-à-dire une équipe permanente. On est 8 personnes salariées de l'équipe permanente, donc de l'association. Et on fait émerger, donc en animant des commissions, des commissions projets, les sujets. On a une feuille de route de 10 sujets annuels. Comme dans n'importe quelle entreprise, il y a des projets qui sont définis pour l'année. Et ensuite, ils sont lancés. Et chaque projet est systématiquement inter-entreprise. Donc par exemple, marque employeur, recrutement, image de l'industrie, il va y avoir une douzaine d'entreprises qui vont participer. Et à chaque réunion, donc toutes les 15 jours, une demi-journée, vous avez les personnes qui viennent physiquement et qui travaillent pendant 3 heures sur le sujet. Est-ce que vous avez une question sur la friche industrielle? Oui, moi j'avais une clé. Oui. J'avais une clé de succès à partager pour le projet global de la friche aussi. Bonjour. Oui, moi j'avais une question effectivement plutôt à destination de Guillaume. Quand vous parliez du portage de projets et du financement, où on vous demandait 60% de fonds propres, est-ce que, quel type de financement vous recherchez? Et est-ce que le financement crédit bail immobilier a été une piste recherchée ou pas du tout? Ou est-ce que les porteurs de projets ne sont pas compatibles? Non, je ne pense pas que ce soit un problème de compatibilité des porteurs de projets. Le crédit bail immobilier, nous, on ne le pratique pas. C'est plutôt à la limite les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va avoir un projet, on va avoir un utilisateur qui a un projet qui demande de s'emporter lui-même acquéreur. Et lui, il va se faire financer par le biais d'un crédit bail immobilier. Nous, on ne fait pas de crédit bail immobilier. Voilà. On vous entend plus, madame. Je vous entends plus. Vous parlez dans un micro. C'est un mélange assez simple de fonds propres et de dettes bancaires généralement. Nous, on pratique. Le crédit bail immobilier, c'est plutôt nos preneurs, quand ils veulent eux-mêmes, à un certain terme, trouver une solution de financement pour être propriétaires de leur propre mur. Effectivement, c'est une solution qui peut être intéressante pour eux, oui. Avez-vous une autre question? Et vous, est-ce que vous avez des conseils, une clé de succès? Caroline? Oui, moi j'avais une clé de succès. En fait, dans ce projet, à mon sens, la réussite, c'est que c'était pas qu'un projet, et ce n'est pas qu'un projet foncier et immobilier, mais qui a une connexion très forte aux besoins des industriels et une vision aussi qui correspondait en fait aux besoins des industriels. Au moment où l'industrie s'ouvre et a besoin de travailler différemment, de façon plus intégrée dans des territoires, plus connectés,
la vision d'un site qui allait proposer ça en termes d'implantation, et ben ça percole et puis ça attire. Donc voilà, je dirais la connexion aux industriels et à leurs besoins, c'est important. Il faut avoir un projet aussi industriel. Qui s'implante sur le territoire. David ? Tout à l'heure, Guillaume, au départ, j'ai pas entendu si tu avais dit capital patient ou passion. Et donc, je parlerai du capital passion, puisque c'est vraiment une clé de réussite, toujours dans cet alignement des acteurs, mais aussi pour embarquer le territoire. Enfin, pour moi, cette réindustrialisation, c'est vraiment un projet de société. Et s'ouvrir, travailler à livre ouvert avec les résidents dans l'environnement, avec les usagers de l'environnement. Ça fait plus de 20 ans que je fais de l'aménagement, plus récemment que sur l'industrie. Je m'attendais aux premières réunions, comme sur tout projet d'aménagement, recevoir plutôt en réunion d'échange et de concertation les interrogations, les inquiétudes, voire parfois les colères. Et je n'avais finalement qu'une assemblée qui avait déjà un rapport avec l'industrie sur ce territoire de Vénissieux Nord, Saint-Priest, Lyon 8e Sud, avec des grandes sociétés autres que Bosch, comme Aldes, Renault Trucks notamment. Et ce projet, finalement, il embarque la population. Enfin, on a tous en tête, parce qu'on l'a vécu, cette désindustrialisation des 20-30 dernières années, mais finalement, on a tous aussi quasiment connu l'industrie, ce qu'elle peut apporter comme richesse dans l'échange humain, comme richesse bien sûr économique in fine, et puis de l'emploi. Mais voilà, ce capital passion. Capital passion et capital c'est un métier court. pour des gens agiles. En 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Un confinement, une crise financière, des élections. Il faut être agile. Agile, efficace. Fabienne, le mot de la fin vous revient ? Le coup d'après ? Le coup d'après, alors juste en termes de succès, je le réindique, mais c'est s'entourer des bons professionnels. C'est la voie de succès de cette opération. Le coup d'après, c'est reproduire l'opération usine, mais à une plus grande échelle. Le coup d'après, à mon sens, passe par la constitution ou la dotation de foncières de développement économique. Moi, je crois beaucoup dans l'économie mixte, avec des SEM en capacité de gérer au niveau opérationnel ces opérations, entourées bien sûr des bons investisseurs, des opérations complexes. On parlait de portage foncier, d'aménagement, de construction, de gestion de sites. On s'y emploie sur la métropole de Lyon. On y travaille avec des SEM, notamment, je vois la Société Villeurbannaise d'Urbanisme. Nous créons actuellement une foncière de développement économique, donc multi-actif, en capacité de prendre des positions sur les fonciers. Et nous avons des réflexions en cours avec la CERL pour amplifier son action en la dotant des moyens nécessaires. Merci. Merci à tous les quatre. Revitaliser les friches industrielles, c'est possible, c'est une réalité. À vous de jouer. Merci beaucoup.